va démarrer cette masterclass sur pivoter vers des modèles circulaires. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. 45 minutes où on va vous inviter à poser des questions directement à Grégory pour que ce soit aussi interactif. Et donc, il faut mettre les écouteurs. Ah oui, vous avez un QR code ici et il faut brancher les écouteurs. Sinon, on ne pourra pas augmenter. Il faut vraiment... Tiens, je vais te passer mes écouteurs. Il faut que tu te branches en Bluetooth. Ouais. Et donc, Grégory, bienvenue. Tu es spécialisé vers l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui concerne la transformation, les opérations industrielles et aussi l'économie circulaire. Tu es co-auteur du livre Pivoter vers une industrie circulaire, édition Juno. Tu es cofondateur du podcast Circular for Good. Et puis bientôt intervenant pour l'accélérateur économie circulaire. Donc c'est l'accélérateur BPI France qui va accompagner les entreprises à pivoter vers un modèle circulaire. Écoute, la parole est à toi pour 30 minutes et 15 minutes de questions-réponses ou en interactif. Et puis je fais passer le micro si jamais. Merci Laura, merci pour l'invitation. Enchanté. Il y a quelques têtes que je connais, donc je sais qu'il y en a qui connaissent bien l'industrie circulaire, au-delà de l'économie circulaire, donc un peu de pression. Alors j'avais prévu quelques questions interactives, mais je pensais qu'on serait en salle fermée, donc j'adapterai un petit peu pour essayer de vous faire réagir. Effectivement, alors en deux mots, moi ce que je vais vous dire, ça vient beaucoup d'expérience terrain. Donc j'ai une vingtaine d'années de conseils en transformation opérationnelle, donc moi je viens de la performance, de la supply, de comment on est bon en qualité, comment on design des flux industriels en milieu linéaire. Donc j'en ai fait beaucoup et j'ai eu la chance de rencontrer deux entreprises, dont Environalp qui reconditionnent de l'électroménager. Il y a ça en 2020. Et c'est un peu un jour avant, après, le fait de découvrir des flux industriels mais circulaires où on prend ce qui est amené à devenir un déchet et on le reconditionne pour en refaire un produit qui va être revendu et réutilisé pendant plusieurs années. Moi, ça m'a fasciné. On ne m'avait pas appris ça dans mon école d'ingé. Voilà, j'en ai profité, j'ai rencontré l'INEC. Donc je salue, je crois, François-Michel Lambert qui est là-haut, qui n'a pas les écouteurs, il ne m'entend pas. Mais il vient aussi d'écrire un livre. Et donc avec l'INEC, j'ai poussé le sujet de dire mais pourquoi toute l'industrie n'est pas circulaire ? Pourquoi on voit, alors c'était il y a 5 ans, pourquoi on voit surtout ça dans l'économie sociale et solidaire ? Et pour moi, toute l'industrie devrait être circulaire. Donc j'aimerais partager avec vous ces convictions. J'ai eu un petit message d'encouragement ce matin d'un collègue, ancien collègue qui a travaillé chez Suez et avec qui j'ai travaillé, qui me disait que en fait, l'économie circulaire, tout bon entrepreneur devrait comprendre les enjeux de la circularité dans un monde tel qu'il est aujourd'hui pour entreprendre et aller vers des modèles demain qui soient vraiment soutenables et tout en étant performants. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai fondé Vertical et je suis notamment operating partner pour des fonds d'investissement sur le sujet et pour des industriels qui avancent aussi sur ce sujet-là. Donc je vais essayer, dans le temps imparti, de vous parler de comment on reconditionne une colonne de direction dans l'automobile, comment on prend du bois de réemploi et on en fait des planches et on vend ça sur un marché plutôt qu'il se soit incinéré, ou comment on met en place un hub circulaire en 1 an pour commencer à reconditionner du mobilier. Donc voilà, des exemples, j'en ai plein. Alors, il n'y aura pas beaucoup de possibilités de poser des questions, d'interagir, mais l'idée, voilà, c'était d'essayer de donner des vrais cas d'application qui font comprendre que le circulaire, c'est été historiquement beaucoup le recyclage, et heureusement. Sinon, on aurait des tonnes et des milliards de tonnes de plus de déchets aujourd'hui. On n'aurait aucune infrastructure de collecte de flux, etc. Mais que demain, il faut que ce soit ça, plus d'autres boucles de circularité pour vraiment donner une circularité pleine et forte à toutes nos activités. Donc on va commencer par comprendre un peu les enjeux, notamment industriels liés à la circularité. Alors du coup, c'est là où vous n'allez pas pouvoir répondre. Donc je voulais vous interviewer un petit peu là-dessus. Donc pour parler de circularité, c'est toujours intéressant de parler de la linéarité parce que c'est vraiment un modèle qui s'oppose. Ce n'est pas un modèle qui se complète. Alors aujourd'hui, le recyclage complète l'économie linéaire, mais si on applique pleine balle l'économie circulaire, à un moment ça s'oppose à l'économie linéaire.
Donc je vous ai mis quelques photos pour expliquer. Donc le linéaire, c'est take, make, waste. Donc on extrait, on fabrique, on utilise un peu, parfois un peu plus longtemps, mais après on jette. Donc j'ai mis quelques photos pour dire à quel point c'est une économie qui est, pour moi, c'est celle qui fait qu'on est là, que j'ai un micro, que j'ai des habits. Donc je suis quand même bien content qu'elle soit là, cette économie, mais en même temps, ça ne peut pas être l'économie de demain. C'est une économie pour moi qui est à obsolescence programmée. Alors selon les secteurs, les types de produits, notre intention de changer, elle est programmée déjà depuis longtemps pour certains secteurs. L'auto, c'est un marché de l'économie circulaire. Il y a plus de voitures vendues qui sont de seconde main que de voitures neuves en France. Donc on est dans une économie qui a basculé vers l'économie circulaire déjà, l'automobile. Donc si on n'était que sur la voiture neuve tout le temps, l'automobile, elle serait morte, l'automobile française serait morte en France déjà depuis longtemps. Et il y en a d'autres, ce sera peut-être dans 5 ans, dans 30 ans, avec des effets plus ou moins néfastes sur l'environnement. Donc juste pour illustrer, j'ai mis une photo de l'extraction, ça c'est la quantité de cuivre avec une vision d'artiste qui est extraite d'une mine de cuivre. Donc on excave énormément de terre, on pollue des sols, etc. C'est le nouveau pétrole, quoi. Au lieu de faire des champs, on va dans des mines, etc. On déforeste aussi pour des quantités de cuivre qui vont être de plus en plus minimes avec des tensions très fortes sur les approvisionnements. Une photo, c'était une photo qui date de 2024, qui est donc le port de Yantai. Donc ça, c'est un port en Chine. C'est une quantité de voitures qui sont prêtes à être exportées en Europe. Voilà, donc on surproduit. Aujourd'hui, on fait des produits de plus en plus gros. On surproduit largement plus que ce dont on a besoin. Il y a quelques temps, il y avait la prime à la casse. Donc, pour relancer la consommation, cool, une prime à la casse, j'ai cassé ma voiture. Donc, il y a des trucs qui sont quand même assez abscons. Je sais qu'il y a des gens de Citeo. Moi, aller jeter une bouteille de verre, elle se brise, mais ça me fend le cœur à chaque fois. Alors que de pouvoir faire en sorte qu'elle soit lavée avec des conditions écologiques meilleures en termes d'empreinte que de la casser pour la réchauffer pour refaire une bouteille, ça me paraît quand même un peu moins ubuesque, un peu moins shadowkien. Donc on surconsomme. Je parlais du temps d'usage. Alors je ne peux pas vous la demander, mais avec les doigts d'une main, si vous l'essayez, on ne pourra pas le faire. Mais l'ADEME a montré par exemple le temps moyen d'utilisation d'une perceuse. Voilà, qui pense que c'est plus de 10 minutes dans sa vie, plus d'1 heure dans sa vie ou moins de 10 minutes dans sa vie. Enfin, voilà. En fait, c'est très peu, c'est quelques minutes dans sa vie. On utilise la perceuse quand elle fait un bruit et qu'on appuie dessus. Sinon, elle est dans le garage. C'est pareil pour les skis. C'est pareil pour les voitures. Les voitures, 95% du temps, ces voitures, elles sont à quai, ou elles sont garées, ou elles sont en parking. Donc en fait, on a un taux d'utilisation de la matière qu'on extrait qui est extrêmement faible. Et derrière, on jette. Et donc là, j'ai mis une illustration. Donc on ne jette pas que des produits qui ne servent à rien. Là, c'est des pales d'éoliennes qui sont aux États-Unis enfouies. Parce qu'en fait, il y a des matériaux composites tellement performants qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas le recycler. Donc là, il commence à avoir des filières ou des innovations qui permettent d'avoir des solutions pour refaire quelque chose avec les pales. Mais globalement, on a une économie voilà, où on surextrait nos ressources, on ne les utilise pas beaucoup et on jette quasiment tout ce qu'on a extrait. Voilà. Donc quand on fait de la prod, quand on va dans une usine, on appelle ça du gaspillage. Et en fait, plus il y a de gaspillage comme ça, plus il y a des opportunités de s'améliorer. Donc, et là, on a vraiment de quoi faire. Donc je vais essayer d'illustrer ça. Alors, l'économie circulaire, moi j'ai pris la définition européenne que j'aime bien parce que ça définit l'économie circulaire comme un modèle de production et de consommation. Alors, je vais dire un truc un peu basique, mais ça marche bien. Dans l'économie circulaire, il y a circulaire, donc c'est des boucles de circularité. On va recycler, rétrofiter, reconditionner. Il y a, selon la littérature, 4, 5, 14 R, voire plus. Mais tout ça, ça marche que s'il y a une économie derrière. Et donc, il y a une économie circulaire, il y a économie. Donc, comment de ces boucles, on en fait un modèle économique. Et un modèle économique, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a des gens qui sont prêts à acheter, soit parce qu'on n'a pas le choix, soit parce que ça a l'air trop chouette, soit parce que c'est pas cher. Enfin, il y a une désirabilité à trouver. Et il faut que ce soit viable pour l'entreprise qui opère la circularité. S'il n'y a pas ces deux composantes-là, ça ne marche pas. Donc j'aime bien cette définition parce que ça remet vraiment ces deux enjeux et entre guillemets, on oublie, c'est pas qu'on oublie souvent, mais on est toujours fasciné par ce qu'on peut faire en circularité, alors que, en fait, après le challenge, c'est réellement de créer un modèle économique qui tienne la route et qui puisse se déployer dans le temps pour
rendre obsolètes des modèles linéaires qui se disent mais regardez, on peut acheter ça, c'est rentable. Ah oui, c'était un peu con de faire ça dans un modèle linéaire. Donc j'aime bien cette définition-là. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc avec l'étude qu'on a faite avec l'INEC en 2020, qui est sortie en 2021, moi j'ai essayé de classer les business models en famille, en bon ingénieur, qui puissent parler à un industriel. Donc les 14 R, moi, au bout de 3, j'ai du mal à me rappeler des trucs, donc c'était beaucoup trop. Donc je suis arrivé à 5. Donc j'ai fait une ségrégation de 5 business models circulaires qu'une entreprise peut embrasser. Donc soit un, soit les 5, si elle est vraiment, si elle peut le faire et si elle est très très motivée. Et donc les voilà. Il y en a un 6e, mais qui n'est pas sur la circularité. Donc je vais les faire rapidement, mais l'idée, on voit en fait avec les petits schémas, c'est le cycle de vie de la matière. Donc on a à gauche, on est à pré-usage, donc on est plutôt sur la phase d'extraction. Ensuite, on a l'usage avec 2 business models, et ensuite on a post-usage. Donc quand je ne veux plus de ce micro, je le mets je mets quelque part, et il y a des business models de gens qui vont prendre ce micro ou prendre, il y a Olot qui est là, on peut les saluer, qui vont prendre une nacelle élévatrice et lui donner une seconde vie. En amont, on va être sur un principe de régénération des sols. Régénération des sols, donc c'est comment on fait qu'on ne jette pas un sol une fois qu'on l'a utilisé et qu'on a des techniques avec de l'agroécologie, agroforesterie par exemple, pour régénérer le sol et lui donner un usage qui va durer le plus longtemps possible. Donc il y a des boîtes comme Valrhona avec le chocolat qui ont développé, et c'est très long à faire, hein, mais des modèles régénératifs et d'agroécologie, foresterie pour les exploitations avec qui ils travaillent. Sachant que Valrhona, 80% des émissions carbone du chocolat, du café, par exemple, c'est la déforestation. Donc si on veut tacler son scope 3 amont quand on est dans l'agro, il faut faire de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Il ne faut pas user les sols et déforester pour faire son business. On a aussi Veja, qui est sur du cuir ou d'autres types de matières. Au Brésil, on a développé des modèles qui permettent d'être dans cet esprit-là. Il n'y a pas de modèle technique, parce que si on extrait de l'acier pour faire un camion, on ne va pas régénérer le sol, quoi. Il n'y a pas de technique qui régénère de l'acier si on met je ne sais pas quoi pour que ça régénère. Donc ça marche très bien pour les cycles biologiques. Quand on est sur un cycle technique, ce qu'on a extrait, il faut le faire durer forever. C'est la seule solution. Il faut minimiser les cycles techniques au plus bas possible pour qu'on puisse avoir une machine à laver, une voiture, un vélo, etc. Sur les cycles par contre biologiques, il faut absolument être sur des modèles régénératifs. Ensuite, quand on utilise un produit, donc là on est plutôt dans les cycles techniques. Donc le chocolat, on peut le faire durer longtemps dans sa bouche, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, une voiture, un vélo, un grille-pain, etc., il y a déjà des solutions d'allonger la durée de vie avec la réparabilité et le rétrofit, par exemple, et pas avoir des objets qui se cassent vite. Et il y a l'économie de la fonctionnalité. Il y avait une super conférence avec Desica tout à l'heure qui s'est lancée là-dedans, où en fait on vend un usage plutôt qu'un produit. Et donc là, on peut avoir Decathlon qui avait lancé Noltaced, qui était en fait un abonnement, comme en librairie, de biens d'équipements sportifs, plutôt que d'acheter des skis qu'on n'utilise plus, quoi. Donc Decathlon sont lancés, il y a Michelin avec les pneus qui est un exemple célèbre, Renault Trucks aussi vendre des kilomètres de route plutôt que de vendre le camion. Et sur l'allonger la durée de vie, il y a Fairphone qui est bien connu. Il y a les robots aussi ABB, les KUKA, pour ceux qui font de l'industrie qui connaissent bien, où il y a toute une offre autour d'un KUKA reconditionné, un KUKA upgradé. Donc on a mis les dernières technologies dans le KUKA existant plutôt que de racheter un nouveau KUKA, par exemple, un nouveau robot. Donc là, pour les industriels, c'est une manne assez intéressante parce que pour tous les industriels, il y a le produit chinois pas trop mal, un peu moins bien peut-être, mais 30% moins cher. Et le fait de dire, moi je peux ce robot, ce camion, lui donner une seconde vie pendant 5 ans en l'upgradant, c'est moins cher que le produit chinois concurrent. Donc on peut être moins cher grâce à ces offres d'économie de fonctionnalité ou de rétrofit. Ensuite, il y a tout ce qui va être autour de recirculariser les produits et les composants que je mets ensemble parce qu'on est plutôt sur de la manufacture, parce qu'on va réparer, démonter, changer les pièces de rechange. Et donc on est plutôt sur des ateliers où on a de la manufacture. Si vous voulez, il y a une conférence à 13 h avec Olot tout à l'heure. On va parler d'un atelier Restart où il y a un reconditionnement qui est fait de nacelles élévatrices. Et ensuite, il y a une autre famille de business model que j'ai mis à part, qui est la recirculation des matières, où très généralement, on est sur une industrialisation de process, où on va
redécomposer des matières, on va pouvoir peut-être chauffer, utiliser de l'eau. Donc il y a une empreinte écologique qui n'est pas forcément évidente parfois, mais on est sur un autre type de business model, ce n'est pas les mêmes intensés capitalistiques. Quand on est fabricant industriel, on sait réparer, on ne sait pas forcément recycler. Donc j'aime bien les séparer parce que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs et ce n'est pas les business models qui sont les mêmes par rapport à ça. Donc voilà, donc une entreprise, elle pourrait embrasser tout ou partie de ces business models-là. Pour moi, l'enjeu, c'est créer les filières un peu comme un relais ou s'assurer que si on met une chaussure dans ce processus-là, il y a un acteur industriel à chaque étape de la chaussure qui s'assure qu'elle ne tombe pas en incinération ou alors que le moment où elle rentrera en incinération, si jamais elle doit le rentrer, elle est le plus loin possible et idéalement, elle a été conçue pour ne jamais avoir besoin de l'incinérer, quoi. Et ensuite, on est plutôt sur tout ce qui est la sobriété des procédés. C'est-à-dire que quand on fait ça, on utilise de l'eau, on utilise de l'énergie, on transporte. Et donc, on a toutes les familles de business models qui sont, pour le coup, elles, très répandues, avec de la deep tech ou non, de l'énergie solaire, de réutiliser la chaleur fatale, etc. Mais tout ça, c'est l'énergie qu'on met au-dessus d'un procédé ou de l'eau qu'on met au-dessus d'un procédé industriel. Donc, si on fait que la sobriété des procédés, mais qu'on fait des produits qu'on jette avec des exponentiels de consommation, eh ben, en fait, on n'a pas changé la donne. Donc, la décarbonation, c'est absolument essentiel, mais il faut absolument réduire la consommation de matière par rapport à nos usages, et ça, c'est que l'économie circulaire qui peut le faire. Donc il faut absolument combiner les deux pour qu'on ait des modes de consommation, de vie et des modèles industriels soutenables. Un dernier avantage pour les industriels, c'est quand on fait ça, quand on développe du reconditionnement, on a une part de son chiffre d'affaires, si on arrive à faire 5, 10, 15% de chiffre d'affaires avec ces modèles-là, où on se découple en fait d'approvisionnement lointains de pays plus ou moins hostiles ou de rupture de chaîne d'approvisionnement parce que le canal de Suez est bouché, parce qu'on a une partie de notre business model où on vient récupérer le produit chez des clients qui sont devenus vos fournisseurs avec des boucles qui peuvent être fermées ou pas, mais en tout cas on refait circuler la matière localement pour recréer du business au lieu de toujours extraire, souvent on extrait loin, et on se vulnérabilise à la fois sur ses coûts et sur ses appros en supply chain. Donc ça aussi, c'est un avantage qui était très fort. Au moment du Covid, il y a pas mal de boîtes qui ont commencé à faire du circulaire parce qu'elles pouvaient remanufacturer des produits parce que les neufs étaient plus dispo. Le Covid étant passé, les supply chains sont entre guillemets revenus à la normale. Maintenant, il y a les droits de douane qui font réexploser les coûts. Donc en fait, il n'y a jamais de normal, mais on voit souvent les entreprises qui font des stop and go sur le circulaire parce que ah non mais c'est bon, maintenant le canal de Suez est débouché, on peut y retourner. Alors qu'en fait, il faudrait faire un travail de fond sur 5, 10, 15 ans pour réellement transformer ces supply chains grâce à la circularité. Je regarde le temps, il me reste un peu de temps. Comme vous n'avez pas de questions, je continue. Du coup, tout ça, c'est génial. Pourquoi tout le monde ne le fait pas déjà? Donc, c'est parce qu'il y a vraiment des contraintes de transformation qui sont importantes. Alors, quelle est la part en pourcentage de la circularité dans l'économie mondiale? Qui pense que c'est plus que 10%? Lève la main. Il y a plus que 10% de l'économie mondiale qui est circulaire. Moins de 10%. Donc là, je vois que les oreillettes marchent et que vous m'écoutez vraiment. Je vous remercie. Donc c'est effectivement moins de 10%. C'est le Circularity Gap Report qui dit que 6,9% de l'économie mondiale est circulaire. Et ça baisse sur les 3 derniers rapports. Et donc en fait, le dernier rapport, si j'ai bien compris, ça monte en absolu. Donc il y a plus de matière qui est circularisée, mais relativement, comme il y a beaucoup plus de croissance linéaire, ça se tasse. Donc il ne faut pas mollir et il faut passer la seconde ou la troisième pour passer devant le linéaire pour que ça puisse changer. Donc ça, c'est... En fait, la première fois que j'ai vu le chiffre, moi j'étais atterré. Je dis mais il y a vraiment une prise de conscience. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui dans la salle a déjà vu ou a déjà mis les pieds avec des chaussures de sécu dans une usine où il y a de la circularité, que ce soit un centre de tri ou un reconditionnement ou... Donc il y a quand même pas mal de monde. Mais moi, la première fois où j'ai vraiment pris conscience, je ne connaissais pas le chiffre de ça, c'est quand j'ai vu en vie où tu as 2/3 de l'usine qui sont des télés cathodiques ou des écrans plats qui sont a priori flambant neufs, des machines à laver, etc., qui sont vouées à être un déchet et qui sont soit recyclées, soit reconditionnées. Et il y a 2/3, quoi. Et j'ai demandé au directeur de site, mais ça, c'est toutes les télés françaises. Et évidemment, c'est que le Rhône. Et ça faisait 2/3 du site, quoi.
En fait, toute la part de déchets qu'on produit, elle est cachée aujourd'hui. On ne la voit pas. Et ça produit réellement un choc. Et moi, ce chiffre fait référence à ce choc-là. C'est la première émotion que j'ai eue. Et la deuxième, c'est que c'est comme en prod, pour ceux qui font de la prod, où on fait du lean management. Et ben en fait, quand il n'y a plus de problème dans une usine, on est mal. Parce qu'on ne peut plus s'améliorer. Et donc là, on a 93% de potentiel d'amélioration. Donc le potentiel d'amélioration et de transformation, il est gigantesque avec l'économie circulaire. Dans toutes les boîtes où je suis allé, et j'en ai vu une centaine où on a bossé le sujet, il y avait une boucle de circularité qui avait une viabilité économique et qu'on pouvait mettre en place. Ça ne représentait pas 30% du CA, c'est peut-être 1% du CA, mais il y avait une opportunité. Donc il y a des opportunités de partout. Alors que si on vient travailler encore l'efficience énergétique, l'IA, etc., en fait, on est plutôt à des taux d'efficacité qui sont au-delà de 80 ou 90%. Donc, il faut quand même aller les chercher. Mais on peut faire autant d'applis SaaS, de tech, etc. qu'on veut, faire des puits carbone, etc. Moi, je veux bien. Hein, c'est dans 2030, 2035 peut-être, avec des milliards d'investissements. Mais en attendant, on peut faire plein de trucs avec ce qu'on a déjà, quoi. Et donc moi, c'est mon parti pris quand je travaille avec les industriels, c'est de regarder votre produit. Est-ce que votre produit est déjà un peu circulaire? S'il est tout collé, c'est mal barré. S'il est déjà un peu modulaire, s'il y a des pièces de rechange qu'on peut enlever, si on peut opérer des choses dessus et que vous n'en faites rien, cherchons à ISO produit à développer les premières boucles de circularité. Donc comme ça, dans l'année, vous pouvez ramener les premiers euros circulaires dans la besace parce que vos produits est déjà réparable et vous n'en faites rien aujourd'hui de cette opportunité-là. Ce qui fait que dans l'année, on peut effectuer quelque chose. Et ensuite, on apprend sur son produit, on apprend sur ces chaînes de valeur qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. On ne sait jamais trop si on a vendu à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe après. Il y a beaucoup d'industriels qui ne savent pas ce qui se passe après. Et à partir de cette expérience-là, on continue à faire des boucles de transformation pour progressivement augmenter son empreinte circulaire dans son business model. Ce n'est pas du jour au lendemain, le grand soir, on passe à 30% circulaire. Non, c'est plein de petits matins. Mais ça peut, en un an, ramener 1 euro de chiffre d'affaires circulaire. On l'a fait plein de fois. C'est parce qu'il y a un potentiel de dingue. Dans 50 ans, je pense que je dis ça, tout le monde se moque de moi parce que tout le monde l'aura déjà fait, quoi. Donc c'est parce qu'il y a ce potentiel qui est là. C'est parce que je suis particulièrement intelligent. C'est parce que ce potentiel est là. Et il y a une autre phrase que j'aime bien. Donc ça, c'est Denis Meadows qui a écrit sur Limit to Growth dans les années 70, où tout est là déjà. Hein. Il n'y a rien qui est... Moi, j'invente rien. Et j'aime beaucoup sa phrase qui dit si la durée de vie moyenne de chaque produit qui circule dans l'économie peut être multipliée par 2. Donc on allonge par 2 la durée de vie des produits. Si on pouvait recycler, alors j'élargis, recycler, rétrofiter, reconditionner, remanufacturer, etc., 2 fois plus de matériaux. Et si on avait mobilisé 2 fois moins de matière, donc des produits 2 fois plus petits ou 2 fois moins lourds pour le même usage, on diviserait par 8 notre impact. Par 8. Donc quand on dit qu'on doit décarboner et diviser par 2 les émissions, c'est quand même assez proportionnellement lié en fait à la quantité de matière, hein, les émissions. Donc il y a un levier aussi de dingue avec ça, quoi. Voilà, donc je vous invite à regarder ça chez vous s'il ne l'avez pas. En termes d'impact, tout ça étant dit, le premier point, c'est repenser le design de ces produits. Donc moi j'aime beaucoup les armes de Fairphone et qui peut s'appliquer à tout un tas de biens d'équipements industriels. Travailler la modularité. Un Fairphone, c'est vendu avec un tournevis. Je sais l'enlever moi tout seul, alors là je ne l'ai pas, mais je peux enlever le capot en 2 secondes. Je ne peux pas le faire sur un iPhone. Vous en avez un. Vous pouvez enlever le capot. Vous pouvez l'enlever ou pas? Non, vous ne pouvez pas. Bon, en vrai, on peut. C'est réparable, les pièces sont disponibles. Réparabilité, c'est aussi que la pièce de rechange coûte moins cher que le produit neuf. Et regardez, il l'a enlevé et il n'est pas cassé. Voilà. Il y a une notion d'open source aussi, c'est-à-dire que moi je dois avoir le plan, je dois savoir quels sont les matériaux, je dois avoir une information, parce que sinon on a une notion de produit fermé qu'on ne comprend pas, qui est en langue étrangère. Donc si vous voulez lire des trucs un peu plus profonds, il y a Gilbert Simondon, qui est un philosophe français, qui a écrit sur les produits ouverts, produits fermés. Les fermiers, par exemple, dans les années 40-50, savaient fabriquer tous leurs outils, chez eux, eux-mêmes. Maintenant, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'acheter tous leurs outils et ne savent pas ce qu'il y a dans l'engrais. Ils ne savent pas forcément le tracteur avec tous les trucs électroniques, s'il casse, je pense qu'ils ne savent pas forcément le faire, sauf s'ils sont très geeks. Donc on a perdu la capacité à lire nos produits, à savoir faire des trucs avec. Et s'il faut réparer un produit, je travaille avec la métropole de Lyon, c'est le problème pour réparer le produit, c'est qu'on doit le ramener en Pologne ou en Chine.
Et donc ça devient un produit fermé, on ne va pas le faire. Donc comment on a un territoire qui sait s'approprier aussi la réparabilité de son produit. Donc il y a des notions hyper profondes autour de ça qui sont vachement intéressantes. Et les conditions de production, donc le fait d'être en fair trade, quand on n'a pas d'autre choix que d'extraire, de s'assurer qu'on n'ait pas des enfants qui ont extrait pour vous pour pouvoir téléphoner et de développer des filières pour ça. Donc Fairphone, quand il lève, il y a une partie de l'argent qui est levé, pas pour un upgrade techno, mais pour investir dans la structuration de filières d'extraction qui soient réellement soutenables, quoi. Donc ça peut être... On peut démarrer souvent avec son produit, des fois on ne peut pas. Un grille-pain à 30 balles, c'est pas évident. Là, je bosse avec une boîte qui fait des chaussons dans l'hôtellerie. Ça coûte 1 euro. Il y a plein de matériaux. C'est du pétrole, en fait, le truc. En fait, on peut quand même faire des trucs. Donc, on essaie de voir si ça peut marcher. Donc, voilà, il n'y a pas de... faut vraiment regarder et commencer par cette histoire de potentialité du produit. Voilà. Et derrière, il y a tout un tas de choses sur les opérations qu'il faudra repenser. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. C'était il y a quelques années, mais il y avait Jean-Phil, qui sont des gens qui font qui faisaient du vin. Et je pense un vendredi soir, ils étaient bourrés, ils sont venus à faire du coton. Et donc, ils ont commencé à faire du coton en agriculture raisonnée en France. Et ça marche en consommant peu d'eau. Donc, on peut avoir son t-shirt en coton bio, made in France. Le coton est fait en France, il ne vient pas d'ailleurs. Mais du coup, si on fait ça, si on remet sur l'agroécologie, etc., génial, ça veut dire quoi? Que tous les Français aient un t-shirt en coton fait avec du coton français. Je pense qu'il n'y a pas assez de terre pour le faire. Donc on a des sujets si on pousse le sujet du régénératif et de la terre, ou de la laine pour les moutons, par exemple, pour faire du matelas en laine, comme avant, il n'y a pas assez de moutons en France pour faire que tout le monde ait un matelas en laine. Donc on a une réelle transformation des paysages, et donc c'est une des transformations, si on tire le fil de Jean-Phil, c'est un truc de transformation phénoménal. Gazeltech, c'est la voiture qui est conception ultra légère, donc ça représente le fait de la sobriété en conception sur la matière, et du coup qui consomme 95% made in Europe, 40% de consommation en moins. Ça veut dire des batteries beaucoup plus petites, moins de cuivre, moins d'empreinte CO2 sur le cycle de vie d'une voiture, quoi. Donc passer de SUV à des voitures désirables 3 ou 4 fois moins lourdes, ça c'est l'innovation d'ingénieurs qui n'est pas technologique. C'est l'innovation de l'usage, l'innovation sur les matières, mais qui n'est pas un upgrade techno. On ne va pas mettre des écrans, on ne va pas regarder la télé sur ses vitres. Et c'est un truc qui peut avoir un impact phénoménal. Et on ne parle plus de si c'est diesel ou si c'est électrique. C'est un autre axe de transformation qui est aujourd'hui quand même très peu discuté, très peu mis sur le débat et très peu partagé dans les usages et le marketing. Envie, c'est le retour du CAP en électromécanique. On peut avoir autant d'agents en IA qu'on veut. À un moment, il faut ouvrir la machine à laver, il faut la laver. Faut remplacer des pièces. Et la machine, on ne l'envoie pas en Chine pour le faire en Pologne. Elle reste locale dans une région. Et ça, c'est valable pour plein d'autres produits. Et donc, revenir sur ces métiers-là, il y a des filières qui ont disparu. Par exemple, recoudre, trouver des gens qui sont dans le métier de la couture, c'est compliqué. Les chaussures, c'est compliqué. J'espère que le CAP en électromécanique ne va pas disparaître. Mais en tout cas, il y a un levier de recréation de filières d'emploi local. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent moi, je pourrais y aller, mais je n'ai pas les personnes pour le faire. Donc il y a un enjeu autour de l'emploi. Donc conception produit, emploi, territoire. Et le dernier, c'est renouveau. Donc c'est Blackstar. J'aime beaucoup. C'est plus une opportunité que j'ai vue avec eux, qui est en gros, ils rechappent des pneus. Ils ont fait ça dans une petite PME. Et en fait, c'est Bridgestone à Béthune qui désindustrialisait le site. Donc ils quittaient le site. Et Blackstar a dit on vous rachète les moules, on reprend l'usine, mais on fait du pneu rechappé avec la qualité de pneus Bridgestone. Donc ils ont empêché la désindustrialisation du site en mettant du circulaire. Et on pourrait imaginer demain que des Blackstar à Béthune, il y en a en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, où les pneus qu'on a chinois, pas chinois, tout ce qu'on veut, ils sont rechappés et ils reviennent avec une qualité moyenne gamme et on peut rerouler avec. Et donc il y a une potentialité de réindustrialisation, de souveraineté, etc., de tout ce qu'on veut. Autour du circulaire. Mais ça demande de repenser aussi ces opérations, ces chaînes de valeur, comment je collecte mes pneus, comment je trouve mon marché, etc. Alors, il faut bien lui trouver un défaut à la circularité. Et donc, le seul que moi, je lui trouve, c'est pas parce qu'en fait, on est circulaire qu'on est sobre. Donc, il y a la notion d'effet rebond. Donc, ça, pareil, je n'aurai pas l'occasion de répondre, mais il y a une boîte qui a beaucoup scoré sur le circulaire, c'est SpaceX.
parce qu'on réemploie les lanceurs, ils sont moins chers et ils disruptent le marché de l'aérospatial. Tesla, j'aime pas, je vais le dire, le bonhomme, j'aime pas ses convictions, etc. Par contre, ses qualités d'entrepreneur sont dingues. Le mec, dans un garage, il imagine une voiture électrique et il disrupte le marché de l'auto, ça c'est déjà pas mal. Mais en fait, il a fait qu'une fusée, quoi. C'est quand même complètement fou. Et c'est par le circulaire qu'il a réussi à faire cet exploit monumental. Le problème, c'est que du coup, on envoie beaucoup plus de satellites dans l'espace, puisque c'est moins cher. Voilà. L'essence est moins chère, c'est cool, bah non, on va rouler plus. Voilà. Donc le circulaire, comme c'est moins cher et que bah, c'est cool, de toute façon, je peux le recycler, il y a un effet rebond qui est largement potentiel de partout. Et donc derrière, pour contrer ça, bah, il faut réellement... il y a deux choses. Un, il faut que, si vous voulez vraiment aller vers des modèles plus soutenables, il faut embarquer les investisseurs, les actionnaires vers cette soutenabilité-là. Et du coup, d'accepter qu'il y a une croissance qui sera peut-être différemment que exponentielle, mais par contre une croissance plus robuste, plus stable, plus pérenne, créatrice de valeurs qui ne sont pas que l'EBITDA. Donc ça, ce n'est pas une mince affaire dans beaucoup d'entreprises. Et j'ai beaucoup de boîtes familiales avec qui ça prend. J'ai une boîte familiale, il va être à 40% d'économie circulaire dans leur business. Parce qu'en fait, en dessous de ça, dans leur bilan carbone, ils ne sont pas bons pour la planète. Donc ils ont corrélé l'objectif de chiffre d'affaires à 20 ans d'économie circulaire à leur bilan carbone. Mais c'est une boîte familiale, parce qu'ils fileront la boîte à leurs enfants dans 30 ans et ils veulent que la boîte continue d'exister et soit bonne pour la planète. Quand on est dans d'autres entreprises qui sont plus verrouillées par des fonds très court-termistes, c'est très compliqué. Et le deuxième levier, c'est le démarketing. Donc là, c'est la transformation des métiers marketing. Et c'est comment, en fait, vous ne vendez pas du neuf, mais vous faites comprendre que le neuf, c'est pas bon et qu'il y a d'autres alternatives de vente. Donc j'aime beaucoup cette pub de Murphy qui dit que le frigo au meilleur prix, il est déjà dans votre cuisine. Il suffit de le réparer, quoi. Il y a les pubs des dévendeurs de l'ADEME que je vous invite à voir, qui sont absolument géniales, qui prennent toutes les boucles de circularité et qui disent ça sert à rien d'acheter un autre t-shirt, tu en as déjà un sur toi. Plutôt que d'acheter une perceuse, il suffit de la louer, etc., etc. Donc il y a tout un volet du coup de transformation. Il faut impliquer le marketing dans sa transformation parce qu'il va falloir transformer l'offre. Et c'est là qu'on revient sur le volet économique. Est-ce que j'ai un produit technique qui est faisable? Ok, ça c'est la circularité. J'ai mes opérations qu'il faut que je repense. Ça c'est la circularité. Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Et derrière j'ai mon marché. Comment je convainc mon marché? Quel est le prix sur mon marché? Et comment j'embarque l'entreprise aussi en interne parce qu'il y a un marché? Et comment je convainc mon marché que ça puisse prendre? Et ça, les fonctions SAV, commercial, marketing dans l'industrie sont clés pour pouvoir développer ces business. Il me reste deux choses à vous dire. Donc, passer à l'action. En fait, le circulaire, quand on crée une boucle, c'est visuel. En fait, il faut créer une chaîne de valeur de bout en bout qui va créer de la valeur différente sans extraire de matériaux. Et donc, ça se décompose en trois. Et moi, toutes les transformations que j'opère, je les décompose en trois. Quand je suis linéaire, quand j'ai une boîte déjà circulaire, si elle veut passer à l'échelle, je décompose le problème en trois. C'est la collecte. Il faut que je récupère soit des biens que je vais reconditionner ou que je récupère des déchets. Donc, il y a toute une logique de sourcing et de logistique inversée associée à la collecte. Je reprends l'exemple des colonnes de direction. Là, ils savent reconditionner une colonne de direction, l'entreprise que j'avais. Et je dis, c'est quoi votre problème? Je dis, on ne sait pas où elles sont. Je sais les remémorer, mais je ne sais pas où sont les colonnes de direction. Parce qu'une fois que je l'ai vendu à Renault, c'est utilisé, ça passe dans plein de mains. Et quand je suis juste sous-traitant automobile, je suis déjà tellement squeezé par les coûts que je n'ai pas trop le temps de me demander où finit ma colonne de direction. Donc la première étape, ça a été de trouver où sont ces colonnes de direction. On les a trouvées. Ensuite, il y a l'atelier, on vient quelque chose, on vient recycler, rétrofiter, reconditionner, remanufacturer. Donc là, il y a autant de R que vous voulez. Mais il y a l'atelier physique où on opère le geste de circularité. Et il y a la revente, qui peut être au client à qui j'ai récupéré, qui peut être à d'autres, qui peut passer par d'autres canaux de distribution, qui peut être fait par nous ou par d'autres. Et là, il faut trouver son marché, il faut trouver son prix, il faut trouver la désirabilité, etc. Et souvent, la difficulté pour une entreprise, c'est je sais remanufacturer, mais je ne sais pas à quel coût. Donc, j'ai plein d'inconnus sur la remanufacture ou sur l'atelier. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas dans quel état elles sont, les pièces. Je ne sais pas si j'en ai 100, 1000, 1 million. Donc, je ne sais pas. Parce que si j'en ai pas beaucoup de gisements, mon chiffre d'affaires, il est capé au gisement, quoi. Donc, il y a des inconnus là-dessus.
Et à mon marché, franchement, je ne sais pas, j'ai tellement vendu du neuf tout le temps que si j'arrive maintenant et que je dis en fait ton truc se répare, je vais me prendre 2 claques, quoi. Et donc je ne connais pas mon marché, je ne sais pas si ça se vend, je ne sais pas quelle est l'appétence au niveau du prix, est-ce qu'ils vont demander une garantie, pas une garantie, quels vont être est-ce que je peux assurer, si le truc il casse, il se passe quoi. Donc il y a tout un tas d'inconnus sur les trois bouts de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est comment, avec des approches très design thinking, startup, expérimentation, découverte, on vient casser les silos de l'entreprise et tout de suite aller sonder les clients, tout de suite aller chercher de la matière, tout de suite prendre quelques pièces qu'on a récupérées du SAV, où on achète des pièces sur Internet, on les met dans l'atelier, on les file à un technicien, pour avoir des choses où on dépense très très peu d'argent, mais on apprend un maximum de l'expérience réelle. Toutes les études stratégiques que vous pourrez payer, c'est pipeau, quoi. Le truc, c'est récupérer vos produits, récupérer une dizaine, une vingtaine, une centaine, pour que ce soit significatif, payer 1000, 10 000 balles, voilà, ça coûtera moins cher qu'une grosse étude. Mettez-le dans l'atelier, vous allez apprendre 1000 fois plus. Et c'est à partir de cette data-là que vous allez construire votre chaîne de valeur. Donc en synthèse, moi je retiens de tout ce que j'ai pu faire 4 grands facteurs clés de succès. C'est une transformation en long cours. Ce n'est pas une transfo. On peut avoir en un an une première ligne qui tourne avec quelques produits, ça c'est possible, et il le faut. Maintenant, transformer l'entreprise, transformer son marché au-delà d'une niche de clients hyper early adopters, ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans. Dans la pharma, si vous voulez biosourcer vos principes actifs pour faire des produits pharmaceutiques qui ne soient pas sourcés en pétrochimique, c'est 30 ans de transformation, quoi. Voilà. Donc en fait, le premier, c'est d'avoir une intention forte, nouvelle, qui n'est pas forcément là, ou en tout cas, si elle est là, de la révéler et de la structurer. Ça passe, moi, je me suis souvent arrêté au DG. Mais en fait, il faut remonter jusqu'à l'actionnaire parce que ça dépassera l'horizon de retour sur investissement de 3 ou 5 ans. Donc, il faut trouver les arguments, il faut travailler ça au corps pour créer cette intention-là. Parce que juste optimiser, faire 15% d'optimisation, ça ne marchera pas, ce ne sera pas suffisant. Et on va créer des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux business models. 2, c'est tirer la transformation par son marché. Il ne faut pas pousser une offre circulaire, il faut trouver un besoin sur le marché auquel le circulaire répond, à partir de ce que vous pourriez faire. Et du coup, quand vous venez en Copil ou Codir, je dis, il y a Michelin ou telle boîte, ils voudraient tester avec nous de reconditionner tel truc. Donc là, vous n'êtes pas en train de parler de la planète, vous parlez d'un client qui demande un truc qu'on saurait faire. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Et ça, c'est le driver le plus puissant parce que c'est ça qui assure la pérennité de ce que vous faites. C'est ça que vous arriverez à faire parce que vous aurez un business case qui montre qu'on peut rapporter de l'argent tout en faisant des choses qui sont circulaires. Le troisième, c'est quand ça commence à tourner, au bout d'1 an, 2 ans, avant de passer à l'échelle, de faire x5 ou x10, il faut industrialiser. Il y a plein de lignes qui tournent à peu près. Ouais, on va faire x5. Non, il faut que ça tourne nickel et que tu t'imagines dans 5 ans, le petit problème, si tu fais x5 sur un petit problème, c'est un énorme problème. Et donc, il faut industrialiser les flux. Ça ne sert à rien de le faire tout de suite. D'abord, il faut apprendre de son marché et de toute la chaîne de valeur. Quand ça commence à tourner, qu'il y a un modèle et qu'on commence à pouvoir appuyer sur le champignon, il faut industrialiser d'abord. Et le troisième, c'est apprendre à se planter sans se planter. C'est le truc des start-upers de la tech, ils se plantent, ils codent le week-end, ils refont une deuxième version le lundi. Donc à chaque fois que je dis ça à un mec de la tech, il me dit « c'est pas vrai », mais bon, c'est pas très très faux. Quand on a commencé à acheter une machine, qu'on a mis son usine, parce qu'on pensait que c'était ça le marché, eh ben, se planter, ça fait très très mal. C'est pas lundi où on change de machine, quoi. Donc en fait, pour un industriel qui est habitué à faire des cycles en V de développement, on change de façon de faire de l'innovation. Il faut désiloter l'entreprise, il faut apprendre à tâtonner, il faut apprendre à avoir un maximum de trucs où on a fait une erreur, parce qu'une erreur, c'est un truc qu'on apprend, et du coup, on fait différemment juste après. Et donc, c'est l'histoire de faire plein de petits matins et pas d'un seul grand soir. Et ça, c'est aussi un énorme frein que j'ai vu dans beaucoup de, surtout, quelle que soit la taille de l'organisation, de désapprendre ce qu'on sait et d'accepter d'aller sur le terrain. Voilà. Les colonnes de direction, peut-être le dernier exemple que je donnerai, ils se sont dit, on va faire une offre, on va quitter la colonne de direction, un kit pour la colonne de direction pour filer ça au garagiste, pour qu'il répare lui-même la colonne de direction et on va vendre le kit. Ça paraît génial. Donc ils ont mis 6 mois à développer un kit. Et je leur ai dit, vous avez interviewé combien de garagistes? Ah, aucun. On attend d'être vraiment, regardez, on a fait le proto, on attend à faire une mini-série pour y aller. J'ai dit, mais on peut arrêter tout de suite, on va faire un questionnaire pour savoir c'est quoi leurs besoins. Je reviens une semaine plus tard, ils me font un questionnaire Google Form avec 150 questions qu'ils vont envoyer par mail à 1000 garagistes. Je dis, mais non, on va prendre un cercle de 5 km autour de l'usine, on va trouver 3 garages, vous allez prendre vos t-shirts avec le nom de votre boîte, vous prenez une colonne de direction sous le bras et vous y allez.
et vous posez 10 questions, parce que le mec, il aura 30 minutes. Donc même 10 questions, c'est énorme. Et ils ont fait ça, et en une semaine, ils ont rendu compte que le kit, personne ne voudrait l'acheter parce que c'est trop engageant quand on est garagiste de faire cet acte-là. Donc le business model n'avait pas aucune viabilité. Et par contre, ils ont découvert qu'il y avait des bacs où il y avait des colonnes de direction qui étaient filées à des brokers. Et ils ont commencé à tirer le fil de qu'est-ce qui se passait une fois que la colonne de direction était enlevée. Ils ont appris 10 000 fois plus de choses en 2 jours qu'en 7 mois passés à faire des trucs brillants d'ingénieur, quoi. Et je suis ingénieur, donc j'aime beaucoup les ingénieurs. Donc ça, c'est aussi un truc, faut apprendre à être idiot, quoi, pour le faire. Donc je vous invite à ça. Voilà, c'est tout pour moi. Et 15 plus 45, il vous reste 6 minutes. Alors j'ai un podcast, mais alors pour l'instant, il ne marche plus. Je suis désolé, j'ai appris ce week-end. Mais vous pouvez trouver quelques captures vidéo d'un podcast Circular for Good où j'ai interviewé des clients avec qui on a bossé et qui parlent de transformation, qui ne parlent pas juste de trop bien la planète, le circulaire, ça c'est cool, mais qui, voilà, on l'a fait, on est en train de le faire, on a des problèmes, ça marche, ça marche pas. L'étude est devenue un livre qui s'appelle Pivoter vers une industrie circulaire, où il y a plein de choses qui sont racontées. Après, il y a plein d'autres ressources, mais je montre que les miennes. Voilà. Merci Grégory. Je suis là en haut. Où es-tu? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour cette présentation. Nous, on travaille auprès d'étudiants qui ont beaucoup de projets sur des plateformes numériques, des services numériques. Et je me demande encore aujourd'hui comment on peut les aider dans un élan circulaire, responsable. Alors, quand on est dans le service numérique, la question c'est comment, quand vous faites un produit SaaS ou un produit digital, quand vous faites un produit digital, intéressez-vous ceux qui font du circulaire, allez regarder les problèmes qu'un centre de tri rencontre, par exemple, quand il recycle, allez regarder les problèmes d'une entreprise qui reconditionne ses produits, quels sont ses problèmes. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont plein de problèmes pour réussir dans les flux, dans le tri, dans plein de choses. Il y a des problématiques où le digital est une réponse. L'IA est une réponse. Blackstar, quand ils reçoivent des bennes de pneus, alors ils imaginent les bennes de pneus, ils ne sont pas triés. Regarde, là, je t'ai trié, c'est les quatre pneus de la même voiture. C'est les gabarits, les marques, etc. L'État est complètement en vrac dans des bennes énormes. La première étape, c'est de passer ça dans une boîte, sur un tapis roulant avec une sorte de grosse boîte. Et là, il y a un capteur qui fait de l'IA et qui apprend à faire un tri intelligent avec un opérateur qui aide à faire le tri. Donc l'IA, la tech, etc., c'est pas central pour moi parce qu'il faut d'abord avoir des opérations physiques, mais autour des opérations physiques, l'IA est un levier, ou l'IA ou le digital est un levier énorme. Mais il faut s'intéresser à ceux qui font du circulaire pour trouver les pain points de ces gens-là et aller chercher des cas d'usage chez eux, quoi. Vous aviez une question aussi? Il y a une question là, je crois. Déjà, merci pour tout ce que vous nous avez partagé. J'ai une question. Comment on fait pour que Apple, par exemple, soit convaincu que l'efficacité écologique prône sur l'efficacité économique? Et comment on fait pour que Apple fasse plus d'iPhone modulables, par exemple? Alors, j'ai deux réponses. Faut acheter plein de Fairphone, déjà. J'ai perdu le nom de l'architecte qui dit essayez pas de combattre les modèles dominants, créez quelque chose de différent qui va rendre le modèle dominant obsolète. Donc déjà, achetez plein de Fairphone, achetez plus d'iPhone. Et le dernier iPhone, le Fairphone est très bien. Parce que sinon, l'appareil photo était vraiment nul. Donc il fallait vraiment y croire beaucoup pour... moi, j'ai dégradé mon usage de téléphone. Maintenant, c'est un peu mieux. Et le deuxième, faut changer les actionnaires d'Apple. Voilà. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Vertical. Parce que ma conviction, après plus de 50 boîtes transformées, c'est que si ça va pas... Moi, je m'arrêtais au DG. C'est bon, tu as du chiffre d'affaires, tu y vas. Et en fait, non, il y a 80% des boîtes qui n'y vont pas, même s'il y a du chiffre d'affaires derrière. Et en fait, le truc, c'est au-dessus, quelle est la gouvernance de la boîte. Et donc, il faut transformer les gouvernances, il faut transformer, je ne sais plus, il y avait quelques pourcents de l'investissement qui va aujourd'hui dans des boîtes circulaires, quelques pourcents sur les milliards d'investissements.
Donc comment aussi toute la culture financière et d'investissement change pour intégrer des modèles qui ont des modèles de rentabilité différents, mais pas pour autant moins bons, selon ce qu'on appelle bon, dans les fonds d'invest et des banques, etc. Et donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour changer cette couche-là en fait, de décision qui est aussi invisible que les déchets, mais qui est néanmoins ultra structurante de réelle intention des boîtes, quoi. Une dernière ou s'il y a une dernière question? Bah, Pas forcément. super alors. Merci beaucoup. Bon big. Merci.